Une Et intro. bonsoir tout le monde et bonsoir Twitch. J'espère que tout le monde va bien en ce début de déconfinement, cette fin de confinement. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume qui va nous parler du Trunk-Based Development. Vous pouvez, comme ça a été posté, suivre sur Twitch et interagir avec le chat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous rejoindre sur le chat vidéo si vous voulez interagir directement avec Guillaume. Et puis voilà, without further ado, je vais te laisser la main, Guillaume. Te laisser Super, nous présenter tout ça. merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette intro, Colin. Merci à toi et Anastasia d'ailleurs pour l'invitation et d'avoir pensé à moi pour ça. Je vais partager mes slides. On va tout de suite attaquer. Ah, génial. Ce serait pas drôle s'il n'y avait pas un bug. Demned. Eh ouais. Bon, on règle ça rapidement et on revient. Ah, c'est l'effet démo, hein. On a testé juste avant, on a vu que la qualité vidéo était pas bonne, mais les slides ça allait bien et voilà. Et on a de nouveau les slides et tout est bon. Par contre, on t'entend pas, Guillaume, parce que j'ai mis que tout le monde arrivait en étant mute. Donc je vais essayer de te démute. Ah, nickel. Yes, voilà, vous m'entendez? C'est tout bon. Parfait. On voit les slides. C'est tout Super, bon. cool. Bon, je disais, oui, bonjour à tous et merci Colin pour cette intro. Merci également à Anastasia pour l'invitation et d'avoir pensé à moi pour ce sujet. Donc, je suis Guillaume Facchini-Fetter et je travaille avec Zenica, je suis data ingénieur. Et on va parler effectivement du Trunk-Based Development. Alors, concrètement, le Trunk-Based Development, on ne peut pas vraiment aborder le sujet sans parler de Git parce que c'est autour de ça que ça s'articule, effectivement. Je n'ai pas exploré d'autres possibilités avec d'autres systèmes équivalents comme Subversion. Donc, pour en parler efficacement, je pense qu'il faudrait revenir aux sources et surtout se demander pourquoi est-ce qu'on utilise Git, revenir à l'essentiel. Et après ça, on va parler du coup de Gitflow, qui est son implémentation la plus plébiscitée, la plus utilisée. En tout cas, celle qui exploite au maximum les ressources que nous met à disposition Git. Et on va voir que effectivement, ça peut poser quelques contraintes, quelques limites, et on va voir en quoi le trunk-based development, c'est en quelque sorte une solution à ces problèmes. Et en dernière partie, on va aller un petit peu plus loin parce que le trunk-based development, oserais-je dire, ce n'est que le point de départ. Mais je garde ce que c'est pour la fin. Je fais un petit peu de teasing. Voilà. Donc, parlons de Git. Et surtout, demandons-nous pourquoi est-ce qu'on utilise Git. Alors, pour revenir aux sources, en bon ingénieur, je suis allé regarder Wikipédia. Et là, on a une définition qui nous dit que Git, c'est un système de contrôle de version distribué. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me dérange un petit peu cette définition. C'est effectivement, oui, ça nous permet de contrôler la version de notre code, mais c'est quand même un peu plus que ça. C'est pas juste quelque chose qui vient mettre un tag sur le code en disant ah bah voilà, vous êtes à la version 1.2 de votre code. Ça n'a pas de sens. La deuxième partie de la définition est beaucoup plus intéressante à ce propos, et c'est celle que j'aime le plus. C'est un outil designé pour coordonner le travail entre les développeurs. Et c'est là où je pense que Git est véritablement utilisé, c'est pour collaborer au final. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à collaborer avec? C'est parce qu'il permet, et c'est ce qu'on voit à la fin, des workflows non linéaires. Donc si on reprend vraiment la base de Git, c'est un outil de collaboration et on collabore en étiquetant nos changements, donc c'est l'idée des commits, on les séquence, donc on les ajoute les uns après les autres, et là c'est le plus intéressant, on peut développer de façon asynchrone. Donc si vous allez sur le moindre tutoriel Git, la moindre page de ressources sur comment utiliser Git, vous allez probablement tomber sur ce genre de schéma ici, où vous allez isoler votre travail du reste de votre équipe, qui est ici sur la branche principale, et vous allez pouvoir effectuer vos changements en toute indépendance, et quelqu'un éventuellement pourra également travailler en toute indépendance, et Git va vous permettre de fusionner les changements. Et donc en fait, c'est là-dedans que Git est important pour collaborer.
Et du coup, en 2010, Vincent Driessen, on va en reparler de cette personne, a écrit un article où il parlait de Gitflow, une méthode efficace pour collaborer en utilisant Git. Et c'est effectivement probablement ce qui permet d'exploiter au maximum Git. Et il utilise la plupart des features que nous propose l'outil. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc Gitflow. Alors j'ai supposé que la plupart d'entre vous en avaient entendu parler, mais je me suis permis de reprendre les bases, quitte à ce que quelques personnes apprennent concrètement ce qu'on entend par Gitflow, et éventuellement rappeler à tout le monde exactement quels sont le processus qu'on va traverser. Donc si vous prenez l'article d'origine, vous allez tomber sur un schéma qui est de ce type-là. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi déjà, je trouve le schéma un petit peu compliqué. Il y a plein de détails et on sent que ça ne va pas être une mince affaire de s'en sortir. Donc, avec Gitflow, on commence par une feature branch. Donc on développe dessus. C'est cette petite partie-là, Major Feature for Next Release. Et on fait notre petit bout de chemin en ajoutant nos modifications dessus. Puis ensuite, on merge sur Develop. Et une fois qu'on est satisfait de toutes les features qu'on a ajoutées à Develop, on va créer une branche de release. Et c'est la partie qu'on voit ici. Et évidemment, comme nous sommes humains et qu'on n'a jamais raison dès le début, on va devoir faire des bug fixes parce que on n'a pas tout fait parfaitement. Et éventuellement, on peut choisir de les rapatrier sur Develop. Et une fois qu'on a fini, on va merger sur Master et sur Develop. Et alors là, c'est assez important qu'il faut faire les deux et il faut s'y tenir parce que sinon, on va juste garder des bugs fixes sur Release et jamais les rapatrier sur Develop et le reste de notre développement il va lui manquer quelque chose et on ne va jamais corriger ces bugs. Éventuellement, on va déployer en production. Un petit détail que je n'ai pas mis là, mais éventuellement, si on a plusieurs versions à maintenir, c'est-à-dire plusieurs releases qu'on va maintenir dans un certain écosystème, c'est-à-dire vous déployez une certaine version sur un certain environnement et une autre version sur un autre, ou éventuellement, si vous êtes sur du logiciel lourd, vous mettez à disposition des utilisateurs des versions différentes, comme on peut imaginer une version qui fonctionne avec Java 8 ou une version qui pourrait fonctionner avec une version plus récente comme Java 11. Et on est toujours humain et on n'a jamais raison dès le début, et donc il peut y avoir des hotfix à faire sur master, et ces hotfix, il faut les développer sur une branche à part, branche hotfix, et les rapatrier sur master pour mettre à disposition le fixe aux utilisateurs, mais également ramener sur develop, même combat qu'avec les releases. On va pas garder des bugs sans les fixer, et en fait, notre développement doit toujours croître et toujours accumuler les modifications. Mais il y a un petit souci déjà dans ce schéma. Je ne sais pas si vous l'avez noté. C'est sur la page d'origine de Gitflow. Vous avez cette notion de Major Feature for Future Release. Donc là, on va parler d'une feature qu'on a décidé de commencer à développer à un moment donné dans le temps, et on va la laisser au frigo. Le temps ici sur le schéma de une release entière. Et alors je ne connais pas votre expérience, on pourra en parler à la fin du talk, mais moi à chaque fois que dans un projet nous avons fait ça, nous avions un énorme problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que merger du code qui est resté mort quelque part, qui est resté statique pendant un certain temps, finalement, il ne correspond plus au code d'aujourd'hui, et au moment de le merger, on a des conflits à résoudre, ou on a du refactoring à faire. En fait, on a tellement d'efforts à fournir sur ce moment-là qu'on finit par se demander est-ce que ce n'était pas plutôt nécessaire de faire cette feature à ce moment-là, c'est-à-dire à cet instant dans le temps, plutôt que de le faire ici un petit peu en spéculant sur ce dont on a besoin pour une release future. Et donc, on voit ici déjà une des limites de Gitflow. C'est de permettre en fait une divergence de code. Et
je ne sais pas si vous utilisez Gitflow dans vos environnements, mais vous avez souvent probablement utilisé la commande git tree et vous avez probablement réalisé que le code source que vous abordez cachait des petits problèmes. Donc ici, on a on va dire une vue d'artiste de ce genre de problème, mais on va parler souvent de merge hell ou de git hell lorsque soit Gitflow n'a juste pas été respecté, ou alors qu'il y a eu des erreurs dans l'utilisation de Gitflow. Par ailleurs, et je veux bien qu'on en parle à la fin, si quelqu'un sait à quoi correspond ce petit segment, je veux bien l'info parce que ça m'a dérangé et je ne sais absolument pas de ce dont il s'agit. Donc voilà, Gitflow ou peut-être juste Git, on ne sait pas, nous pose problème en fait. Parfois, on va avoir des soucis pour merger parce qu'il y a des divergences de code. Et donc, c'est ce que je mets ici. En fait, Gitflow, en permettant ces séparations de branches et ces évolutions indépendantes, donc on imagine les features branches et éventuellement les features futures, les branches de release, les hotfix avec master, tout ça, ce sont des opportunités pour que le code diverge et que des modifications se fassent sans que tout le monde dans l'équipe soit au courant de ce qui se passe. Et donc, ça rend les fusions de branches d'autant plus complexes. Plus on est peu informé sur ce qui se passe sur les autres branches, et plus c'est compliqué en fait de ramener ensuite les changements. Éventuellement, si vous avez plusieurs releases simultanées, vous allez avoir du coup plusieurs versions à maintenir en parallèle. Et du coup, il faut, si vous faites un bug fixe, et il faut se souvenir que ce bug, en fait, il a été noté sur telle version, mais du coup, il est également sur toutes les suivantes. Et donc, il faut aller mettre ce bug fixe sur toutes les versions. Et donc, ça rend la gestion d'autant plus complexe et ça... attendez, non, ça ne correspond pas à ce que je voulais dire. Ça rend la gestion du code d'autant plus complexe. Voilà. Donc, on va avoir également de nombreuses étapes à respecter. Donc, vous imaginez, vous avez votre PO ou vous avez votre utilisateur qui vous fait un feedback. Ah, on aimerait avoir cette feature le plus vite possible ou en tout cas au plus tôt. Et vous imaginez le process à suivre qu'on a vu dans le schéma tout à l'heure. Voilà, vous tirez une branche de feature, vous la ramenez sur develop, vous attendez que ça passe en release, on fait les tests et éventuellement les bug fixes, et ensuite ça arrive sur master. Donc on n'est pas vraiment sur du continuous delivery. C'est possible de fonctionner en continuous delivery comme ça, mais vous allez forcément rajouter des actions et donc rallonger le temps entre le moment où vous développez et le moment où vous allez amener la feature à l'utilisateur ou le bug fixe. Mais en général, c'est plus court. Et de la même façon, si vous avez un énorme problème en production ou sur un logiciel qui est en train d'être utilisé par un utilisateur, il faut faire un hotfix, effectivement. Vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes-là. Et en fait... Ah, j'entends quelque chose. Ah oui, pardon, c'est l'activation de mon micro, je voulais pas te couper. Pas de souci. Mais il y a deux petites questions. Déjà, tu parles Ouais. du continuous delivery. Est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est? Ah oui, effectivement. Donc le continuous delivery, c'est la notion de livrer des features en continu en fait, et justement ne pas forcément faire des blocs de release où on va faire des packages de features et de bug fixes. On va imaginer, ça s'applique plutôt pas mal en fait au site web où vous allez avoir un feedback, un utilisateur a besoin de telle feature ou il y a un bug sur tel truc. Vous faites la modif, vous l'envoyez en production. Enfin, vous faites les tests nécessaires. On verra effectivement après qu'il y a des méthodologies qui sont appropriées à ça. Mais en général, vous allez raccourcir le temps entre le développement et amener la valeur en fait à l'utilisateur. Ok. Est-ce que ça répond à peu près Ouais, je pense. à la question? Ensuite, il y a Gauthier D69 qui nous dit le petit saut, c'est le commit de merge du style tu as A0, A1 sur master, tu diverges en local, B0, B1, tu reviens sur master et tu forces un commit de merge. Ah non, mais c'est terrible. Et bah, ça a l'air d'être terrible et affreux, mais ça a l'air d'être Ouais. ça. Mais en fait, je me suis vraiment demandé sur ce schéma si ça n'avait pas juste été fait avec un outil de schéma et que ça n'utilisait même pas
même pas un outil graphique de Git pour Bah, réaliser ça. en tout Mais cas, on a ok, une bon, bah au moins c'est explication. possible. On En a une fait, ce truc-là, explication ouais. qui a Ok, l'air. bah super, merci Gauthier. Et il y a Euh, Totef qui nous dit est-ce que faire des rebases de feature branch réguliers sur dev, ça simplifie pas un peu les choses? ah, eh ben on va y arriver. Ok. Et On donc va y arriver. Il y a Gauthier sur ta remarque qui dit oh, il y a pire. Je ne veux pas savoir, Gauthier. Mais du coup, merci. Je sais d'autant mieux ce qu'il ne faut pas faire. C'est dramatique. Ok. En fait, tout ça, en fait, tout ce dont on parle, cela demande, et quelque part, ça rejoint la deuxième remarque sur le fait de faire des feature branches régulières, c'est que ça demande aux développeurs, aux individus dans l'équipe, d'être rigoureux. Euh, on a un processus à respecter, on a des étapes à respecter, il faut les suivre, et c'est à l'initiative du développeur de les suivre. Et en plus, effectivement, il y avait l'idée de faire des feature branches courtes, et bien c'est également à la rigueur du développeur. Et ça se défend, hein, tout à fait. Alors, une petite note sur le continuous delivery, donc je l'ai mis dans cet ordre-là un petit peu pour clore la problématique Gitflow, c'est que Vincent Driessen, donc le créateur dont je vous ai parlé, a écrit une note de réflexion là, le 5 mars 2020. D'ailleurs, merci Colin, c'est toi qui m'a fait un heads up sur le sujet et qui m'a dit que, eh bien, on peut le voir ici, Vincent Driessen lui-même a dit que Gitflow n'était pas forcément l'outil le plus adapté à tous les projets informatiques. Ici, il va dire que les web apps sont typiquement livrés en continu, pardon, et que bah, Gitflow n'est pas forcément indiqué pour ça. Et qu'il faudrait peut-être utiliser d'autres méthodologies. Il dit d'une façon générale qu'il faut rester ouvert d'esprit, on y reviendra. Et il cite GitHub Flow. Du coup, bah, je suis allé me renseigner. GitHub Flow, c'est une forme de trunk-based development. On pourra en parler. Et donc, voilà, le trunk-based development se présente un petit peu comme un sauveur face aux problématiques que pose Gitflow. Et on va voir pourquoi. Donc, dans le détail, le trunk-based development du même site, donc j'ai pris tout à l'heure Gitflow avec toutes les branches develop, release et master, on va avoir un schéma largement simplifié. L'idée essentielle du trunk-based development, c'est que vous n'avez qu'une seule branche principale. Et on va l'appeler le tronc. Et en général, sur la plupart des repositories Git, c'est la branche master. Les branches features sont courtes et mergées directement sur master, même incomplètes. La partie incomplète, on la met de côté, on va y revenir. Mais il y a effectivement cette idée de faire des branches de features courtes. Mais on va voir que ce n'est pas à l'initiative du développeur. Les branches release, après, on les tire un peu comme dans Gitflow, mais elles sont statiques. Alors, pourquoi elles sont statiques? Quand je dis statique, c'est qu'on ne fait pas de commit dessus, c'est ce que signale le schéma ici. On ne fait pas de commit sur les branches de release, parce que, en fait, la principale chose que Trunk-Based Development essaie de tacler à propos de Gitflow, c'est la divergence de code. Si vous vous autorisez de faire des commits sur les branches de release, vous vous autorisez d'avoir des branches qui vont diverger dans le temps, surtout si vous avez plusieurs versions à maintenir. Et Mais donc, oui. du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des branches de release? Ah, excellente question. Alors, effectivement, on verra sur la fin du talk. Finalement, une release, ce n'est jamais qu'un instant dans le. En fait, on peut taguer la branche master, hein, faire un build dessus et puis balancer le truc en prod. Mais j'imagine que cette information a été placée là pour quelque part rassurer les personnes qui souhaiteraient avoir en fait une vue concrète de comment était le code à ce moment-là. Mais ouais, effectivement, moi dans ma tête, je vais plutôt résoudre ça avec un tag. Ouais, je pense que c'est une bonne question. Je pense que je vais me renseigner plus en détail là-dessus. Et donc du coup, il y a Gnuk qui a posé la question que j'avais après, mais Ah, du coup, je pourquoi sais qui taguer? c'est GNU.
Si on peut utiliser juste le commit. Non, mais ça va, c'est... Alors pardon, c'est pas GNU-CC qui a posé la Ah, question, puisque GNU-CC vient de nous hoster, c'est GNUC PSD qui est aussi ah, un membre connu. d'accord. Mais voilà. Pourquoi taguer tout court? Ouais, Euh, Bah, enfin, effectivement, hein, on peut. Je pense que l'intention de départ, c'est de savoir quand on a fait une release, que ce soit logiciel ou web app ou quelque chose comme ça, on veut garder une information de comment était notre logiciel à ce moment donné dans le temps. On n'est pas obligé de le faire avec des tags, hein, on peut garder par exemple le commit ID ou on peut juste éventuellement garder le build parce que bah, on veut juste voir comment pas forcément comment le code source était, mais comment notre application se comportait à ce moment-là. Mais je pense que ça se remet très bien en question, effectivement. et donc bah, y a GNUC qui continue en nous disant on peut ne pas taguer et envoyer en prod, on continue, non? Oui, tout à fait. Mais là, le chat va plus vite que la musique, on va y Désolé. arriver, hein. Non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est super. Justement, il y a des éléments à remettre en question et de mon point de vue, c'est la bonne voie. On fera une synthèse à la fin. Donc, les branches release sont statiques. On ne veut pas de divergence de code. S'il y a un hotfix à réaliser, il faut créer une nouvelle branche release. Et effectivement, en fait, vous faites votre fixe de release en fait, sur le tronc, sur la branche master, et vous faites une autre release à partir du code qui est là. Mais le souci qu'on a en général là, c'est qu'on va embarquer d'autres features ou d'autres éléments de développement qu'on ne veut pas forcément envoyer dans la release. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un bug en release 12.1. Euh, vous faites votre bug fixe ici et puis vous allez balancer du coup la release 12.2 dans la foulée. Mais vous allez embarquer tout ce que vous avez fait là et éventuellement bah, ça n'a pas à être en release 12.1. Ça peut être même des features qui sont incomplètes. Donc dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle du feature toggling. Donc en général, le feature toggling, ça va être un fichier de configuration ou un élément dans vos inventories pour les déploiements qui vont aller dire à votre logiciel, votre web app, enfin votre élément déployé, ce qu'il faut rendre disponible ou pas. Et c'est ça en fait qui va contrôler concrètement quelle est la version que vous déployez. Alors, le trunk-based development, je l'aborde régulièrement dans mon travail auprès des équipes où j'interviens. Et ça fait toujours aussi quelques sourcils parce que bah, souvent les gens avec qui je travaille utilisent Gitflow un petit peu de façon dogmatique. Et du coup, bah, n'a pas forcément envie de remettre en question Gitflow. Donc, j'ai eu ah non, excusez-moi, je vais plus de la musique, je fais un peu comme le chat. Euh, donc oui, en fait, ce que je veux dire ici, c'est quels sont les avantages du trunk-based development par rapport à Gitflow. Donc, l'histoire des feature branch, elles sont courtes parce que tout le monde est en train de committer sur master en permanence. Et donc, vous êtes amené, en tant qu'individu, en tant que développeur, à être au courant de ce qui se passe sur master et éventuellement, si votre code va rentrer en conflit avec quelque chose que fait quelqu'un d'autre, et ben, vous allez tout de suite au courant, vous allez tout de suite vous préoccuper de comment est-ce que les deux codes vont être mergés à terme, et donc vous allez éventuellement faire du pair programming, au moins discuter de comment résoudre le problème. Vous allez beaucoup moins être dans la situation où vous faites votre feature branch dans votre coin et vous ne vous préoccupez pas, par exemple, des bugs fixes qu'il peut y avoir sur une branche de release et qui pourraient vous impacter. Là, tout est fait à un seul endroit et vous êtes toujours quelque part dans l'action. Et en fait, c'est pour ça que les branches features sont toujours courtes. Et la conséquence directe de ça, c'est que les merges et les pull requests sont plus fréquentes. Les gens ont un feedback rapide avec les codes review, le code diverge moins et les conflits sont résolus au plus tôt. Avant justement que ça devienne des gros blocs de code à merger et on sait même plus ce qu'on voulait faire au départ. Et un point, moi, que je trouve important, c'est que les membres de l'équipe sont responsabilisés. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes tous en train de committer sur votre branche master, que votre code va avoir un impact très rapidement. Et donc, en fait, vous allez être poussé à faire des tests robustes pour être sûr que vous n'êtes pas en train de péter la prod, parce que si ça se trouve, quelqu'un va déployer le lendemain.
et vous allez mieux organiser votre code justement pour respecter l'histoire du feature toggling et être sûr que votre feature n'a pas des effets de bord avec les autres éléments de développement de votre équipe. Donc, voilà, maintenant on va passer à ce qui se passe quand j'aborde le trunk-based development auprès de gens qui pensent que Gitflow, c'est la meilleure façon d'utiliser Git. J'ai aucun souci avec ça, on verra à la fin, il y a une petite surprise. Donc, je fais souvent face à des objections et on va en parler. Et il y a voilà, l'objection qu'on a eue dans le chat tout à l'heure, ou si c'est pas ça, il me semble que c'était proche. Si on fait des features branches courtes, Gitflow, c'est pareil, mais avec plus de sécurité, ou en tout cas Gitflow, mais ça marche très bien. Alors, en fait, elle est très intéressante parce que c'est effectivement l'élément essentiel qu'il y a dans le trunk-based development, c'est faire des features branches courtes. En fait, tant qu'on fait des features branches courtes, quelque part, il n'y a pas tellement de problème. Mais ce qui est intéressant avec le trunk-based development, c'est qu'on est poussé à le faire. C'est pas forcément en fait en accumulant de l'expérience à la force d'utiliser Gitflow, on se dit ah oui, il ne faut pas que ma feature branche diverge avec le reste, donc il faut que je la merge au plus tôt. Non, c'est que là vous n'avez vraiment pas le choix en fait. Vous allez faire une MR et vous allez tout de suite voir qu'il y a un conflit et la fois suivante, vous n'allez pas vous y laisser prendre, vous allez faire une feature branche encore plus courte. Et donc voilà, c'est ce que je dis, une véritable incitation à adopter un cycle de dev court parce que tout le monde commit en permanence sur master. Il y a une envie qui se crée d'être au courant de ce qui se passe et d'être dans le rythme. Et un autre point important, c'est que le sentiment de sécurité, parce que ça je l'ai entendu effectivement dans le chat, on n'en parlait pas, mais c'est quelque chose auquel les gens tiennent avec Gitflow, c'est que ça permet justement de séparer les problématiques et en fait de gagner un petit peu en sécurité sur ce qui arrive en prod. Mais le problème, c'est que le sentiment de sécurité, il est que temporaire, parce que comme on s'autorise de diverger, et ben en fait, on se crée des problèmes à terme. Et c'est pour ça que je dis que c'est temporaire. C'est que on gagne quelque part en confort et en sécurité sur le moment, mais pas à terme. Celui-là, je vous l'ai mis parce que je l'adore, parce qu'il y a vraiment cette notion de ah, c'est pas propre de merger directement sur master. C'est pas propre, c'est pas rigoureux, c'est dégoûtant. Alors, de mon point de vue, ce n'est dégoûtant que si effectivement, en fait, on ne maîtrise pas ce qui se passe sur le repo. Et si on ne maîtrise pas le contenu du code avec des MR et qu'on ne maîtrise pas le fait que le logiciel fonctionne avec des tests. Si on a ces éléments qui sont mis en place, alors vous pouvez vous permettre de merger directement sur master parce que vous avez ce filet de sécurité avec la vérification du code. Tout le monde vérifie que le code est lisible et convient aux standards de l'équipe. Et vous avez vos tests qui valident que votre logiciel est toujours en train de fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci finalement de merger directement sur master. Et voilà, un autre grief qu'on peut avoir du coup sur Gitflow en réflexion, en rétro-réflexion quelque part, c'est que en fait, en mettant cette distance entre le développement de la feature et la production, vous pouvez vous laisser le temps pour ne pas faire de code review ou même ne pas faire de tests automatisés. Par exemple, dans le projet sur lequel je suis actuellement, on utilise Gitflow. Je ne suis pas forcément très fan, hein, mais c'est comme ça que l'équipe fonctionne. Et on a des branches de release, et ces branches de release, elles sont nécessaires parce que les tests sont faits à la main. Et en fait, je sais très bien que si on poussait le trunk-based development, on a un incentive à automatiser nos tests. Et que finalement, la présence de ces branches de release nous autorise à faire nos tests à la main. Ce qui n'est pas forcément en fait, très confortable ou même très sécuritaire. Une autre objection que j'ai régulièrement, c'est il faut que les gens soient rigoureux ou que les gens aient de l'expérience. Mais moi, en fait, je considère que c'est un petit peu dans l'autre sens. C'est que Gitflow, ça fonctionne que si les gens sont rigoureux ou que les gens ont l'expérience des problèmes que peuvent entraîner Gitflow. Et du coup, maintenant, savent comment il faut utiliser Gitflow. Alors qu'avec le trunk-based development, quelque part, on est un peu jeté dans l'arène. Les choses se passent vite et on est toujours en train d'échanger, on est toujours en train d'apprendre et on est beaucoup plus rapidement en fait
on est beaucoup plus rapidement en fait amené à respecter quelque part les standards que demande le trunk-based development. Et donc c'est ce que j'ai voulu exprimer ici, c'est que le cycle court augmente le niveau de collaboration et d'entraide, parce qu'en faisant toujours des petites itérations, vous allez être rapidement amené à faire du pair programming, à avoir plus facilement du feedback avec vos MR, et du coup, on retire le besoin que les individus soient rigoureux en fait. L'outil, ou la méthodologie plutôt, va pousser les gens à être rigoureux. Et c'est pas l'inverse en fait. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Si, il y a d'autres Il y a questions, plein de questions. d'autres trolls. Ouais. Donc il y a J. Gauthier, à pas confondre avec Gauthier, je crois, qui nous dit le tag permet aussi d'avoir un changelog incluant plusieurs features. Donc en gros, on avait un débat sur est-ce qu'on a vraiment besoin de taguer, de pas taguer, à quoi est-ce que ça Ouais. peut nous servir. Ouais, mais effectivement, j'étais un peu pris de court sur le fait qu'on n'avait pas besoin de tirer des branches de release. Parce que oui, en fait, on peut choisir comment on matérialise nos versions, en fait. Effectivement. Bah, en fait, on peut même choisir qu'on n'a pas besoin de version. Oui, effectivement. Alors, ouais. Euh, on pourra en parler à la fin, je pense, effectivement. Ok. Mince, Euh, mais je vais spoiler la fin, en fait. Ok, donc bon, il y a Rialo qui nous dit quoi? Un consensus fort sur les couleurs du Gitlog Pretty format ne suffirait donc pas? Ah ouais. Voilà. Alors, si tu arrives à avoir un consensus dans l'équipe, déjà, je dis bravo. Même si c'est pas sur les couleurs. Ou alors, c'est une équipe bizarre. Alors, c'est du troll facile. Du coup, je vais continuer parce que en fait, j'ai eu Ouais. d'autres objections. Forcément, je pense qu'on a un chat assez progressif si ça troll, tu vois. Mais j'ai été au contact de gens qui m'ont sorti pas mal d'objections. Et donc, j'en ai une flopée et j'en ai mis qu'une partie ici. Alors, je crois que ça, c'est ma préférée. Le feature toggling n'est qu'une autre façon de gérer la version du code, alors que Git le faisait déjà pour nous. Bah oui, parce qu'en fait, Git, c'est un système de contrôle de version. Donc, pourquoi faire du feature toggling? Et en fait, la réponse essentielle de ça, c'est que comme vous avez toutes vos features sur la même branche, vous testez tout ensemble. C'est aussi simple que ça. Oui, effectivement, vous allez piloter la version que vous allez envoyer en production avec du feature toggling, mais en tout cas en dev et au niveau du développement, vous allez toujours avoir tout ensemble. Vous allez toujours en fait être à la version maximale de votre code. Et tous les tests que vous allez faire, toutes les opérations que vous allez faire avec, c'est la version la plus à jour de votre code. Et c'est ça qui est important avec le trunk-based development. C'est que tout soit fait ensemble, tout soit mis en commun. Alors, là, effectivement, on va reparler après des versions, mais il y a quand même une limite qui a été pointée quelque part par Vincent Driessen. C'est que il peut y avoir des cas où gérer plusieurs versions nécessite réellement d'utiliser Gitflow. Globalement, si vous avez vraiment plusieurs versions, genre plusieurs versions de site par exemple, une version interne, une version externe, quelque chose comme ça, vous pouvez tout faire en feature toggling. Vous pouvez véritablement segmenter votre code au point de piloter la version que vous avez avec du feature toggling. On avait un exemple sur un des projets quand j'étais en Belgique, où on avait un énorme refactoring à faire, mais en fait, le temps qu'on fasse le refactoring, il fallait livrer en fait d'autres versions en production. Et en fait, on avait véritablement, on n'avait pas dupliqué le code, mais en fait, on avait vraiment construit une seconde version de notre code. Donc, c'était la partie refactorisée qui était à côté. Et il y avait une bascule qui était pilotée avec du feature toggling entre quand c'est en production, c'est sur l'ancienne version. Et tout le reste du temps, on teste avec la nouvelle. Mais voilà, en fait, il y a quand même une limite, c'est celle où vous allez avoir des dépendances dans votre repository. Et que vous devez. Alors, je pense que c'est plus adapté au logiciel ou au client lourd. Par exemple, vous avez une version du client lourd que vous fournissez à des utilisateurs
qui sont dans une autre société, mais complètement fermés, bloqués dans le temps, et ils ont que la JVM 8. Et vous n'avez pas le choix. Et donc, en fait, il vous faut livrer une version de votre logiciel qui fonctionne avec Java 8. Vous ne pouvez pas vous permettre, en fait, juste avec du feature toggling, d'avoir des dépendances différentes. Alors, peut-être que vous pouvez, et je serais ravi, en fait, de l'apprendre. C'était une des limites que j'avais imaginées, c'était lorsque vos dépendances diffèrent, en fait, entre les versions et que vous allez casser, en fait, en faisant des montées de versions sur les nouvelles, vous allez casser vous allez casser les anciennes. Voilà. Les parties du débat que j'aime particulièrement, c'est on me fait il faut une plateforme de CI/CD avec donc Continuous Integration ou Continuous Delivery avec des tests automatisés pour s'assurer que la branche master n'est jamais cassée. Parce que tout le monde jette leur code dedans. Il faut vérifier que tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Du coup, oui. Voilà. Vous pouvez éventuellement faire des tests à la main, mais dès que quelqu'un pousse une autre modification et qu'il y a un nouveau build, voilà, il faut recommencer. Donc, j'encourage fortement ceux qui veulent se lancer vers une migration, dans une migration vers le trunk-based development, à se munir des outils adaptés pour quand même se décharger de ce poids qu'est les tests à la main. Voilà. Je suis désolé, peut-être que ça vous paraît extraordinaire, mais il se trouve que je suis dans un projet où quelqu'un teste à la main et ça me choque toujours autant. Voilà, je vous le pointe. Donc voilà, ça c'était le trunk-based development, mais on peut faire encore mieux. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans le chat qui y a pensé. Peut-être certaines personnes en ont parlé en troll en se disant c'est juste pour rire, mais en réalité on peut le faire. Je vous propose ici de faire du single branch development. Le problème avec le trunk-based development, c'est que vos feature branches, c'est déjà de la divergence de code. Et que si quelqu'un merge sa feature branch avant que vous mergez la vôtre, vous allez probablement avoir des conflits. Et donc, on va amener l'idée vraiment à son paroxysme avec le single branch development. Je vous le spoil, en fait, on n'a qu'une seule branche. Voilà. Et les membres de l'équipe vont committer directement dessus. Donc en général, vu que Git est en fast forward, vous ne pouvez pas committer et pusher sur master si quelqu'un a fait quelque chose avant, donc il faut faire un pull rebase. Et là, ça ne pardonne pas, vous allez avoir des conflits directs et il faut les résoudre sur le moment, sinon vous ne poussez pas vos modifs. Et on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, pas besoin de release, pas besoin de maintenir des versions précédentes. Finalement, les versions sont matérialisées par juste des builds. Et c'est du coup la version qui tourne en prod maintenant. Point à ligne. Et du coup, question qui est même pas forcément un troll, tu fais Ouais. comment les reviews? Ah, on va y arriver. On va y arriver. Donc voilà, je vous sors le détail ici. Une seule branche, pas de branche feature. Les modifications sont faites directement sur master. Et on garde le feature toggling du trunk-based development. Et les releases sont matérialisées par des builds. Voilà. Donc, l'avantage, là, le cycle de développement est encore plus court et simple. Vous n'allez pas passer 1 à 2 heures à écrire du code sans le pousser. Voilà, c'est juste vous allez avoir peur de ce que font les autres. Et du coup, vous allez vous tenir au courant. Les conflits sont résolus immédiatement, il n'y a pas le choix. Voilà, vous avez poussé un commit, vous avez un conflit, vous demandez à votre collègue de vous asseoir avec vous. Bon, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ah oui, tu as voulu faire ça, moi j'ai voulu faire ça. Voilà, on résout les problèmes sur le moment. Et on n'a aucune divergence de code. Les limites, parce qu'on pousse un peu le concept trop loin, je trouve. Et donc, il faut là une CI et des tests performants. Donc, si vous allez sur le site de Trunk-Based Development, le site officiel, il va vous dire 1 à 2 minutes max pour la compilation et les tests unitaires. La raison pour laquelle vous voulez faire ça, c'est que vous voulez quand même garder la trace de quels sont les commits qui vont introduire des régressions dans votre code. Et donc, il faut garder un rythme soutenu parce que vous allez avoir des gens qui vont committer et pousser des changements un petit peu tout le temps.
et faut que votre CI soit toujours en train de checker que les changements qui ont été introduits ne vont pas casser votre code base. Et l'autre limite, c'est les code review. Là, en fait, il va falloir un outil dédié et il va falloir du coup ramener de la rigueur dans le processus. Il va falloir qu'on dise à l'outil en question, voici les commits qui sont associés à telle feature ou un ticket par exemple. C'est ce qu'on faisait. Donc j'ai été dans un projet où on utilisait du single branch development. Donc la partie où on passait à la review, nos commits on les avait signalés avec le numéro du ticket en préfixe. Et l'outil Atlassian Crucible était assez indiqué pour ça. En fait, tu pouvais en fait dire, bah voilà, en fait tous les commits associés à ce ticket-là en review. Et bah, il fallait effectivement valider le truc à un moment donné. Éventuellement, on peut se dire, oui, mais si le code n'est pas validé, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait la modif en fait. On commit, on fait la modif, on commit, on pousse. Et si ça part en prod à ce moment-là, et bah tant pis. Voilà, c'est du code sale qui tourne en prod, parce que la code review, l'important c'est surtout la lisibilité du code. Quoique, effectivement, du coup, je réfléchis maintenant. Éventuellement, on peut avoir des gens mal intentionnés qui introduisent du code sans rajouter des tests, et là, effectivement, ça peut se faufiler et arriver à créer des problèmes. Mais on va en parler. Du coup, il y a eu des objections classiques forcément face à ça, mais c'était assez drôle parce que j'ai vraiment expérimenté le single branch development, donc je sais grosso modo comment ça se passe. Mais c'est encore plus dégoûtant. Absolument. C'est absolument dégoûtant. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Cela ne fonctionne que pour les petites équipes. Du coup, nous, dans notre cas, on était 9 personnes en fait. Et la seule limite qu'on avait, c'était juste la disponibilité des gens. C'est pas forcément le fait qu'on soit une certaine taille, c'est surtout est-ce que tu peux aller parler avec la personne qui a créé le conflit ou qui provoque le conflit que tu as actuellement. Et en fait, on avait une partie de l'équipe qui était en Malaisie. Et du coup, en fait, il fallait être sûr qu'on n'allait pas avoir de conflit avec leur commit l'après-midi parce qu'ils n'étaient pas connectés. Voilà. C'est un peu une mise en garde. Cela ne fonctionne que pour une équipe de confiance. Donc voilà, c'est ce dont je voulais parler juste avant. Voilà, il faut attendre des gens un minimum, c'est-à-dire qu'ils ne poussent pas n'importe quoi sur master et qu'ils mettent toujours des tests avec. Donc là, je vous dis clairement oui. Et en plus, imaginez si vous utilisez du single board development pour un projet open source, je pense que c'est une expérience sociale. Vous n'êtes pas en train de créer une technologie novatrice. C'est juste pour voir à quel point les gens sont disciplinés. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc voilà, on a vu Gitflow et ses limites. Donc voilà, Gitflow apporte un certain nombre de problématiques et il demande surtout qu'on soit tous rigoureux et qu'on respecte le processus de Gitflow. Et quelque part, on peut voir le trunk-based development comme une alternative. Effectivement, je vous l'ai présenté en mode trunk-based development résout des problèmes de Gitflow. Et on pousse le truc encore plus loin. Et là, je vous dis clairement, le single branch development, on peut le voir comme une mauvaise idée. Mais bon, en fait, il faut pas juger. L'important pour moi, et ça va être l'essentiel de ma conclusion, c'est que il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, vous avez 3 méthodologies qui sont présentées ici et toutes les variations possibles entre. C'est-à-dire, entre le single branch development et le trunk-based development, vous pouvez vous permettre de faire des feature branches. Si votre équipe estime qu'il y a besoin de faire des feature branches, qu'il y a une raison. De la même façon, on peut imaginer entre le trunk-based development et Gitflow, l'idée de faire des feature branches courtes, par exemple, ça c'est un compromis qu'on peut trouver, ou de ne pas faire de branche de release. Donc c'est pour ça que je vous présente ça avec un spectre, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de dogme, il n'y a que des façons d'utiliser Git,
Et je vous propose ici en fait des points de repère. Avec d'un côté du spectre, le single branch development avec le maximum de flexibilité et de réactivité, et un développement que j'appelle synchrone, parce que tout le monde doit être au courant de tout en permanence, ce qui peut être relativement compliqué à gérer. Vous allez de l'autre côté du spectre, Gitflow, où vous avez vraiment cet espace en fait entre le développeur et la production, avec une certaine sécurité, une certaine stabilité, du développement séparé. J'en ai pas parlé, mais ça peut arriver qu'il y ait des équipes de très grande envergure, de 50, 100 personnes, avec des sous-équipes qui travaillent sur des thématiques vraiment différentes. Je crois avoir vu passer dans des documents en préparant ce talk des illustrations en fait de comment se passait le développement des logiciels Microsoft Office, sachant que il y avait plein de versions séparées et en fait il y avait des équipes qui étaient dédiées pour les versions. Euh, et ça devait être probablement un truc de fou à gérer et certainement que Gitflow doit être le plus indiqué dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça que je parle de développement asynchrone. Et donc voilà. Je vous mets ici quelques sources parce que en fait, je vous ai apporté un certain nombre d'informations ici, mais je veux surtout apporter l'information qu'il n'existe pas de dogme dans l'utilisation de Git. Et je vais aussi vous présenter en fait des outils pour éventuellement discuter de ça autour de vous, de prendre votre bâton de pèlerin et de remettre en question les dogmes à ma place. Donc je vous mets quelques sources ici. Donc vous avez le post d'origine en fait d'où vient Gitflow par Vincent Driessen justement, The Successful Git Branching Model. C'est intéressant à lire et surtout à replacer dans son contexte historique, c'est-à-dire en 2010, où le continuous delivery avec des web apps, c'était pas forcément le standard. Vous avez ensuite la Bible du TBD, trunkbaseddevelopment.com. Donc je dis Bible parce qu'il y a une quantité d'informations extraordinaire et justement il présente des variations autour du trunk-based development. Donc c'est peut-être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas des méthodologies qui peuvent vous correspondre. Il y a dedans également le single branch development, alors il l'appelle pushing directly to master. Ils ne le recommandent pas tellement, mais ils disent bon voilà, si c'est votre truc, vous pouvez. Et enfin, un article que j'aime particulièrement, j'ai découvert le trunk-based development avec ça en fait. En fait, Mattia Battiston ici vous décrit tous les arguments à sortir en fait. Si jamais vous voulez parler de trunk-based development, allez lire cet article parce qu'il va vous dire exactement quels mots employer pour convaincre votre tech lead, pour convaincre votre manager et remettre en question des idées reçues sur Gitflow. Donc je pense que ce serait pas mal de les partager dans le chat si je peux te les passer par Slack. Ah cool, super. Par contre, je tiens à m'excuser, j'ai été un très mauvais Jean-Michel de la régie et j'ai C'est oublié vrai. de record en local. Donc j'espère que le record Twitch fonctionnera et qu'on pourra poster le replay. Sinon, ben, désolé. Cool. Mais c'est pas grave. On va On voir. verra. Hein. On va voir. Sinon, C'est pas. Ouais, j'en suis navré. effectivement. Mais, en fait, il faut juste demander aux gens qui ont vu le talk maintenant d'aller le faire, d'aller en parler ailleurs, d'aller remettre en question les idées reçues sur Non, Gitflow. mais on va voir, on va voir. Si j'ai de la chance, les replays fonctionnent et ça ira bien. Et sinon, eh ben, je suis désolé. Alors, on avait quelques Voilà. questions, je crois, mais il me semble qu'il y a déjà eu pas mal de réponses. Donc, Sadraskol qui nous disait est-ce que ce n'est pas une approche dogmatique pour fonctionner de cette manière? Donc, il parlait du single branch. Oui, Euh, absolument. voilà, mais je pense que tu as répondu après. Oui, mais Euh, c'est ça. En fait, enfin, juste, je vais parler en détail. On se, en fait, on se forçait quelque part à respecter ce mode-là, un petit peu en expérimentation, mais également un petit peu parce que ça convenait à notre architecture. En fait, pour vous donner le détail, on avait plusieurs repositories en fait. On en avait entre 8 et 10. Et en fait, chaque repository était un job Spark qui traitait sa source de données. Et en fait, ils avaient très peu en commun, tous ces repositories. Et en fait, ça n'avait pas de sens dessus de faire des feature branches. En fait, en général, les gens, ils étaient seuls. Enfin, quelqu'un bossait sur une feature, il était seul sur ce repository-là. Et donc, en fait, on gardait master. Il y avait un repository où, effectivement, ça pouvait rendre les choses compliquées. C'était notre repository Ansible qui permettait de déployer les jobs Spark.
Mais là, en fait, le code était relativement séparé également parce qu'on avait des rôles, en fait. On avait un rôle commun pour déployer les jobs, mais ensuite, toutes les spécificités des jobs, c'est dans des dossiers séparés. Et en fait, là, pareil, pas besoin de faire des feature branches. Et en fait, du coup, quand on avait un nouveau développeur et qu'on l'onboardait et qu'il partait bien en tête avec la méthode Gitflow, on lui disait non, 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 pousse directement sur master parce qu'en fait, tu vas juste créer de la confusion. Parce qu'en fait, en committant sur ta branche et en faisant, enfin, quelque part, en l'éloignant de ce que nous, on voit au jour le jour, et ben en fait, on va être moins au courant de ce que tu fais. Et donc, c'est pas tant dogmatique que de savoir en fait quel est l'outil qui est approprié à votre fonctionnement d'équipe et à votre code base. Voilà. Ok, c'est vrai que personnellement, travaillant essentiellement sur des applications web, j'ai plus tendance à travailler en trunk base. Alors trunk base avec des feature branches très courtes. On va bien tirer des branches, mais elles vont vivre Mm. quelques heures pour pouvoir avoir une review Ouais. avant d'être fusionné. Et bah, une fois que c'est fusionné et que ça passe toute la CI, et ben ça part en prod quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais effectivement, parce que j'ai parlé avec un certain nombre de personnes, c'est de plus en plus populaire, hein. En fait, c'est plus adapté aux applis web, hein. C'est ce que disait Vincent Driessen. Alors il y a Pardon. Sadraskol donc qui nous dit très bonne réponse. Vous êtes embauché. Donc voilà. Ah, super, merci. Je tiens à Bah, dire. je vous enverrai mes autres. Je tiens à dire que ça débauche entre les boîtes lyonnaises Ah ouais, et que c'est pas très joli. il n'y a pas de. Attends, je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Ah oui, Bon, je suis désolé, je me suis la remis cam est en dégueu. mosaïque. Ah mais non, là ça va, c'est propre. Je pense que Ah, bah même c'est si parce je que te j'ai fait mets... chauffer mon ordi. Ouais, c'est ça, il a dû chauffer et c'est beaucoup plus propre qu'au début. Mais Cool. voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre pour poser les questions en direct, vous êtes les bienvenus. J'ai posté le lien tout à l'heure. Si il y a des questions que j'ai loupées sur le chat Twitch, c'est tout à fait possible. Il y avait pas mal de questionnements justement quand on parlait du trunk base sur bah, qu'est-ce qu'on tag, comment je sais ce que j'ai livré, est-ce que j'ai besoin de savoir ce que j'ai livré, etc., etc. Donc je sais pas si tu... En fait, j'ai l'impression, mais il me semble que c'était une discussion avec Sadraskol et peut-être... Je peux remettre un schéma. je sais plus qui me disait Ok. ça. Je sais que j'ai répondu des trucs. Ouais. Voilà, et Luigi sur... Ben, qu'est-ce que... Du coup, il y a ta tête, il n'y a plus le schéma. Sur, ben, quand on fait du trunk base, est-ce que on a besoin de savoir ce qui est déployé? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des tags? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des versions? Bah, je vous conseille effectivement de quand même garder une trace qu'est-ce qui tourne en production. Mais en fait, ce que vous voulez savoir, c'est à quel endroit en fait dans votre tronc vous en êtes en fait. C'est ah bah voilà, à tel commit en fait, j'ai fait un build et ce build là, il a un ID et c'est celui-là qui tourne actuellement en production. Éventuellement, si vous voulez garder la trace de ça, vous pouvez utiliser une documentation séparée. Peut-être vous pouvez également le mettre dans votre code base directement, associer la version de votre code et le build ID. Peut-être. Après, je sais que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on génère un fichier avec les infos en fait de la version qui tourne et elle est sur la machine et on sait exactement que ça correspond à tel commit ID et tel build. Alors, Je peux vous proposer de faire ça. Luigi, tu as posté un lien, mais du coup, ils sont modérés par Twitch. Si tu veux, tu peux me l'envoyer en MP et je le reposterai. Ou à n'importe quel modérateur, FPL ou Sadraskol. Quand tu dis il faut tracer la version qui est déployée en production, tu la traces à quel endroit? Où est-ce que cette information va être intéressante? Euh, ben, ouais, c'est peut-être. En gros, dans la plupart des cas d'usage qu'on a eu, c'était surtout quelle est la version qui est en train de tourner en production. En fait, on a rarement le besoin de garder une trace dans le temps de quelle version a tourné à quel moment. Je ne sais pas exactement quelle est l'information que tu veux avoir, Bah, mais si je prends un cas de déploiement continu, ouais, avec une petite équipe, on va déployer une version toutes les 2 heures à peu près en prod. Toutes les heures, toutes les 2 heures. Et donc, bah, si on a un problème qui arrive,
Comment est-ce qu'on va pouvoir remonter si on a besoin de remonter à la version qui était là à ce moment-là, si c'est pas évident. Hmm. Ouais, comment est-ce qu'on fait la corrélation? Je crois que c'était le problème à un moment, c'était oui, mais si tu sais pas quelle version déployer, difficile de savoir comment débugger. Et donc, j'imagine que la question c'était, tu te rends compte que tu as eu un bug il y a longtemps, et tu t'en rends compte, genre vraiment longtemps après. Bon, déjà, à mon avis, il y a d'autres problèmes en amont pour en arriver dans cette situation. Ouais, alors peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question, c'est que en fait, ce qui m'intéresse en permanence dans un fonctionnement nominal en trunk-based development, c'est quelle est la version qui tourne en cours. Éventuellement, tu détectes un bug hein, qui date d'il y a longtemps, mais vérifie s'il existe toujours, C'est parce ça. que ce sera beaucoup plus simple de vérifier directement sur la version en cours. Après, ce que tu peux faire, c'est automatiser au moment de ton build le tag sur ton repository Git en disant, bah voilà, à tel moment dans mon historique Git, j'ai déployé telle version avec un tag. Enfin, j'ai déployé telle version, j'avais ce build-là. Et ensuite, dans ton application, tu vas avoir une référence au build avec dans le code source, dans un onglet About ou Mm. éventuellement tu crées un fichier sur la machine qui répertorie ça et tu as les dates sur les fichiers. Ah, je Ça, propose des trucs qui ça viennent comme ça, marche. je sais pas. Moi, ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui, qui est un peu plus feignant, c'est que la version de mon livrable, c'est le numéro du pipeline. Ah, pas mal, oui, Donc, effectivement. bon, ça fait un truc où Si tu gardes l'historique. Maven te dit, ah, t'as mis une variable dans le nom de la version, ça va pas bien et tout, mais Ouais. pour l'instant, ça le fait. Et en fait, derrière, bon, moi, je travaille dans le monde Java, Spring, en exportant ces méta, il y a un service info qui est déployé qui me donne la version. Ouais, bah, Ça c'est me ça qu'il faut permet, aussi. ça va me permettre déjà de vérifier que c'est bien ma version qui s'est déployée, donc de vérifier que c'est ma version qui répond et pas celle d'avant, et qui se déploierait pas et qui démarrerait pas, mais je le verrais pas forcément sur des environnements en mode Docker, etc. Hmm. Tu vois, il suffit que mon Docker voit le fcheck down, me l'arrête, moi je m'en rendrai pas compte dans ma CI, ça peut durer un moment quoi. Donc Hmm. en mettant le numéro de pipeline en tant que version, je déploie mon appli, j'ai un petit service qui m'expose ce numéro de version de manière très simple. Et du coup, bah, j'ai plus vraiment besoin de faire toute une mécanique pour faire des tags qui est toujours un peu compliqué parce que tu as le moment où tu vas créer le tag, faut pas que ça déclenche un pipeline qui crée un tag. Enfin, ça fait du boulot à faire. Si le déploiement se passe pas bien, le tag Voilà. il est caduque en fait. J'avais une question là-dessus, d'ailleurs, si on pousse à l'extrême, ce que tu nous as présenté, en fait, on pourrait se dire que chaque, commit, chaque merge sur master, est une version potentiellement déployable, en production. Oui. Donc on peut pratiquement se dire, bah, master, c'est la production et à partir de là, tu pourrais te dire, bah, en fait, la version en prod, c'est, le dernier merge qui a eu lieu Hmm. sur master, en fait. Ouais. Après, il faut être sûr effectivement qu'à chaque fois que tu pousses, tu as quelque chose de fonctionnel. Euh, Ah oui, non, parce qu'effectivement, tu fais du feature tagging, pardon. Oui, non, tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour, l'aspect s'assurer que quelque chose soit fonctionnel, du coup, ça fait beaucoup penser aussi après à des pratiques comme, test and commit or revert. Oui, tout à fait. J'hésitais à le mentionner parce que ça met on va dire une certaine pression au fait de committer quelque chose de valable, enfin en tout cas un truc qui va tourner dans la code base. Mais ouais, effectivement, j'aime beaucoup cette technique. Je ne l'ai jamais expérimenté, je me suis jamais soumis à cette pression-là. Mais j'ai déjà vu quelques retours et ça me fait bien rire. Ouais, bah, j'ai vu notamment une présentation de Xavier Detemps, un autre Zenica. Ouais. Oui, oui, tout à fait. En gros, explique, voilà, l'idée, pour ceux qui connaissent pas ce que test and commit or revert, l'idée, c'est, bah, d'écrire un test, c'est d'essayer d'écrire l'implémentation, exécuter le test. Si le test est rouge, on revert tout et on recommence. L'idée, c'est d'arriver, en fait, à faire des steps vraiment, toutes petites, Minimaliste. Ouais, minimalistes, où la probabilité d'avoir introduit un bug, une erreur est vraiment minime, quoi. Donc ouais, ça fait toutes petites steps et a priori, ces toutes petites steps, on peut aller jusqu'à les pousser en prod sans forcément tester plus loin et sans prendre trop de risques. ouais, Et ouais, ouais, tout à fait. dans ce cas de test and commit or revert, tu push à chaque fois ou pas?
Alors je suis pas expert, mais oui, dans l'idée, si tu les écoutes, à la limite, à chaque commit, qui est validé, ça peut partir en production. Ouais, alors effectivement, techniquement, si tu te rajoutes l'estampille, ça passe les tests, tu peux pousser sur master. Ok. Enfin, je pense, en tout cas. Du coup, il y a Gigotier qui nous dit sans SEMVer, comment vous gérez la communication avec l'extérieur, exemple dans un software as a service. Bah, je suis pas du tout, je suis pas du tout compétent pour répondre à ça. Effectivement, je ne sais pas. Bah en fait, moi je suis pas sûr de bien comprendre la question. Pourquoi tu as besoin de gérer de la communication avec l'extérieur sur les versions que tu déploies, Gauthier? C'est dans le cas où tu entraînes des changements cassants, c'est ça? Parce que là, je suis pas sûr de comprendre la marque. Bah, tu peux mettre quelque chose dans les réponses des API sur la version du logiciel qui est en train de tourner. Ouais, Et éventuellement, si c'est un truc en graphique, style cloud et tout ça, tu peux faire un onglet About et tu peux mettre le numéro de la version qui tourne. et pour moi, si tu as un changement cassant dans une API, il faut que tu aies un changement dans ton API, que ce soit en versionnant dans ton URL ou en versionnant tes ressources en fonction. Mais si tu introduis un changement cassant, tu peux pas le gérer avec juste de la communication. Il faut que tu aies les deux qui fonctionnent jusqu'à ce que tu n'aies plus aucun client sur la version précédente. Hmm. Un truc auquel je pense et dont on n'a pas parlé, mais le feature toggling, en fait, il se rapproche pas mal des notions de A/B testing et de canary testing. Donc, euh, si, si une équipe en est à ce niveau-là, c'est peut-être un. Enfin, je dirais, faut pas hésiter à prendre ça comme une invitation à utiliser le trunk-based development. Parce qu'en fait, vous êtes déjà en train de déployer en production des éléments que vous ne savez pas s'ils vont tourner ou pas. Donc, vous êtes déjà en fait dans la mentalité trunk-based development. C'est ça. Alors après, là, on parle de trunk-based development et de tout ça pour des livrables, pour des choses qui vont directement terminer en production. Est-ce que tu appliques exactement les mêmes patterns pour des librairies qui sont inclus dans d'autres projets? Euh, Ça dépend, je pense que ça dépend des utilisateurs. Effectivement. Alors, le danger que vous allez avoir dans cette situation, c'est que vous avez des utilisateurs qui s'accrochent à une version précédente et qui disent qu'ils ne peuvent absolument pas fonctionner avec la nouvelle. Mais je pense que tu as ça de toute façon si tu fournis des librairies pour des équipes externes ou d'autres entreprises. Quelque part, ça fait partie de la relation client. Euh, et déjà, en fait, en Gitflow, ça vous freine ce genre d'éléments parce que plus vous allez avoir de versions à maintenir, moins ça va être intéressant. Donc, éventuellement, regardez, est-ce que ça vaudrait pas le coup de lisser la relation avec les personnes qui utilisent votre lib, histoire que en fait tout le monde soit au même rythme que vous et que vous puissiez livrer en fait un petit peu en continu. Euh, Mais c'est vrai que sur une lib, un semver est beaucoup plus justifié, c'est ce que dit Florent dans le chat. Sur une lib, ouais, effectivement, tu vas mettre un semver. Sur un livrable final, sur quelque chose que tu vas toi-même déployer, enfin, ta CD va déployer une fois que ta CI sera passée, mm. l'intérêt. Ok. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Sûrement plein. Non, mais Luigi, je n'ai pas reçu le lien, donc je sais pas bien quel lien tu voulais envoyer. Tu dois pouvoir tricher en mettant pas le format d'un lien et je pense que tu arriveras à le poster. On reconstruira. Euh, Alors, il y a... Mais des anti-slash à la place des slash. Ouais, il doit y avoir... On doit pouvoir tricher le bot Twitch. Ouais, effectivement, ça rejoint un peu le. Enfin, c'est une problématique SEMVer, effectivement, ce qu'on disait à l'instant. Bah, Florent nous dit sur le chat que le trunk-based development et le semver, ça fonctionne bien ensemble. Ouais. Bon, pas de chance, Meluji, ça a mis des étoiles à la place du lien au milieu. Enlève l'extension, ou mets un espace avant l'extension, peut-être. Oui, il peut poster sur la page Sur Meetup. Slack, ou sur le Slack, ouais. Slack, ou... Ouais, ce que je disais, c'est que faire un SEMVer ou un SHA, bah, c'est une logique de mettre un nom à la version. Mais après, tu peux faire du
TBT ou autre chose, peu importe. Après, tu peux toujours avoir qu'une seule branche et linéaire. Ouais, tu peux décorréler les deux, mais je pense que le danger, c'est vraiment d'avoir une version à maintenir. Ah bah, justement, si tu fais du trunk base, tu maintiens pas d'ancienne version. Exactement. Mais par contre, pour communiquer avec l'extérieur, c'est plus facile que SHA. C'est ça. Mais en fait, effectivement, vous allez devoir. Enfin, il faut gérer à quel point vous pouvez continuer à livrer des versions anciennes juste avec du feature toggling. Et le jour où vous avez une dépendance qui casse, c'est quelque part le wake-up call pour vos utilisateurs de dire bah, c'est fini, maintenant vous allez être sur une version, on va plus la maintenir, quoi, et c'est bye bye. Upgrader ou utiliser une version obsolète. Ok, est-ce que j'ai loupé des questions? Est-ce que j'ai loupé des choses à poser ou est-ce que j'ai pas été un si mauvais Jean-Michel de la régie que ça? Part que j'ai oublié d'enregistrer, bon ça. Bah, là, il faut qu'ils mettent des caps, quoi. Ah, t'as loupé ma question. Ouais, hurler si j'ai loupé des trucs, ou Florent, Romain, dites-moi si j'ai loupé des trucs. Ou Fabien d'ailleurs. Alors il y a Growman qui nous demande détection de conflit out of band. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que quelqu'un comprend la question? Détection de conflit out of bound. Ouais, band. B-A-N-D. Je pense que Out of c'est un bound. troll. Je pense que ce n'est qu'un troll. Oui, je n'ai pas remonté forcément tous les trolls. Je sais pas. Ouais, J'espère que mon filtre à troll a été efficace. Hop. On laisse quelques secondes pour poser d'autres questions si vous avez d'autres questions. Ah, sans réseau. Peut-être. Comment on détecte les conflits quand on n'a pas de réseau? Bon, on détecte pas. Mais c'est probablement un troll parce que le out of bound management, c'est dans la législation des réseaux. Effectivement, il y a cette question super intéressante de J. Gauthier, qui n'est pas le même. On a plusieurs Gauthier sur le chat. Ah, d'accord. Vous optimisez le backlog pour rendre compatible avec le trunk-based development en termes de périmètre de tickets. Une super question que j'avais oubliée. Bon, alors, quelque part, j'ai pas vraiment abordé le sujet, mais le trunk-based development ramène quelque part au sein de Git les éléments essentiels de l'agilité et de l'extreme programming. Donc, en fait, effectivement, il y a une meilleure compatibilité si jamais vous arrivez à bien délimiter bah, les tickets, qu'ils soient des petites additions au code qui apportent de la valeur aux utilisateurs, que ce soit bien défini et que ça n'essaie pas de réinventer la roue, ce genre de choses. Donc, effectivement, vous allez... Il y a un besoin en fait qui va émerger avec ça. Après, je sais pas, au niveau organisation, en fait, c'est vraiment une question de trouver la chimie qui fonctionne dans l'équipe. Si jamais vous avez que des énormes tickets qui vous prennent 2 semaines, peut-être que le trunk-based development n'est pas une solution, en tout cas pas pour le moment. Il y a peut-être effectivement le problème du sizing des tickets qui est à résoudre avant de changer de méthodologie Git. Et après, juste au niveau périmètre, en fait, tant que vous avez du feature toggling, vous pouvez vous permettre de coder en même temps sur la même branche. Et de développer éventuellement des choses qu'il ne faut pas livrer. C'est ça l'élément essentiel. Ok, et donc je me permets une question. Est-ce que tu imagines le trunk-based development sans feature toggling? Alors, ça veut dire effectivement que les périmètres des tickets sont super bien définis et qu'à chaque fois, ça apporte de la valeur à l'utilisateur. Et là, vous n'avez pas à faire de feature toggling, vous n'avez pas à désactiver des trucs, vous savez que ça peut partir en production. Après, ça arrive, il y a des méga tickets ou des tickets en mode on crée une brique pour un truc futur. Et là, en fait, il faut le désactiver. En fait, je préférerais, moi, de mon point de vue, je préférerais faire du feature toggling pour désactiver la brique intermédiaire plutôt que de se dire bah non, je vais faire une branche séparée et puis je vais faire tout d'un coup. T'as jamais expérimenté de rester en feature branch avec des feature branches très courtes, mais simplement de faire en dernier le ticket qui branche le nouveau morceau de code au reste de la base de code?
ou qui expose le nouveau service. En fait, dans l'ordre de tes tickets, tu fais d'abord toute ta mécanique, tu fais d'abord Ouais. toute ta mise en place. Ouais. C'est juste que le dernier ticket que tu vas faire, c'est celui qui finit le câblage, Ah qui oui, et qui souvent quelque fait pas part grand-chose. sert d'activation de la feature. Oui, C'est ça. c'est possible, Mais effectivement. qui du coup permet de pas mettre en place de mécaniques de feature toggling Ouais. qui sont des fois un peu lourdes. Tout à fait. Alors, après, je sais pas, hein, mais enfin, ça dépend des fonctionnements. En tout cas, en data, on commence par la fin en général. Donc en fait, il faut qu'il y ait un truc à tester, faut qu'il y ait une donnée qui soit transformée et qu'on aille vérifier que la transformation se fait correctement. Donc en fait, ça veut forcément dire qu'on va aller modifier de la donnée en production et en fait, on ne veut pas forcément le faire ça. Ok. Mais du coup, j'imagine pour une web app, pour un site web, bah, effectivement, ça fait un peu de waterfall, non, de créer des éléments intermédiaires et puis ensuite d'activer à la fin, sans finalement tester tout le truc. Bah, nos éléments, on les teste, hein. Ouais, vous les testez? Ouais, ok, d'accord. Rien ne nous empêche de tester les différents éléments. Alors attends, tac tac tac, il y a Gauthier qui nous dit en trunk-based development, est-ce que les commits doivent être atomiques ou est-ce qu'on peut pousser plusieurs commits d'un coup? En trunk-based development, vous pouvez mettre autant de commits que vous voulez sur vos feature branches. Effectivement, vous avez les bonnes pratiques de guide qui vont revenir sur la table, qui est que votre commit, il embarque un nombre de transformations qui sont cohérentes ensemble, c'est-à-dire qui correspondent à ce que le titre de votre commit définit, qu'il n'y ait pas de cavalier, entre guillemets, une petite modif qui s'est un petit bug fixe qui s'est inséré et qui n'a rien à faire dans ce commit-là. Autant faire un grand nombre de petits commits, mais qui soient bien définis. Il n'y a pas de restriction en fait. Ok. Alors attends, je sais pas dans quel ordre prendre les questions. Je vais prendre celle de Miluigi, je t'oublie pas Groman, mais c'est comme elle rebondit sur la remarque d'avant. En gros, Miluigi dit ouais, mais si on fait le commit qui active tout le machin à la fin, est-ce qu'on n'a pas un problème pour faire les tests? En fait, moi, je pensais un petit peu à ça effectivement, parce que je pensais que peut-être que j'ai la logique dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais tester l'élément du UI et puis ensuite tester les mécanismes qui feed l'élément du UI. Et donc j'aurais tendance à commencer par la fin Bah, ça dépend ce qu'on et de le appelle, désactiver du coup avec du feature toggling. ça dépend ce qu'on appelle faire un test. Ouais, Si c'est faire un test manuel, bah, on aura le même problème dans les deux sens, puisque de toute façon, il faudra qu'à un moment, quelqu'un essaye de se balader depuis le point d'entrée dans tous les cas d'utilisation, si c'est en test manuel. Et si c'est en test automatisé, ben, qu'on commence par un bout ou par l'autre, c'est exactement la même. Après, tu vas avoir des problématiques d'agilité derrière, c'est-à-dire que tu veux fournir de la valeur à ton utilisateur. Donc, tu veux un feedback relativement rapide, donc tu vas lui présenter un élément de UI. Mais je peux imaginer l'argument inverse qui est que, en fait, on n'a aucune idée de comment on va faire la UI parce qu'en fait, techniquement, on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. On sait pas ce que Et- ça fait. Ouais. Ouais, et on ne sait même pas si on va y arriver, en fait. Ou on ne sait pas si ça va être sous cette forme-là qu'on va le faire et on va juste créer quelque chose qui ne va servir à rien et il faudra le refaire à la fin. Donc, je pense que à débattre sur le moment en fonction de la feature qu'il faut faire, effectivement. Moi, pour avoir bossé comme ça depuis un moment, franchement, ça fonctionne assez bien. Ouais. De terminer par le truc qui te rend la feature disponible. Donc soit le web service, soit la UI, enfin selon ce que tu es en train de faire. Ah, c'est pas mal. Franchement, ça fonctionne assez bien et c'est vite de mettre en place des trucs un peu plus lourds avant. Ouais, Oui. Est-ce que techniquement tu pourrais faire que ça et ne même pas avoir de feature toggling au sens fichier de conf ou très clairement ce que je fais. ouais, pas de feature toggling du coup, enfin Bah, explicite. dans la grande majorité des cas, j'y suis pas forcé et si vraiment j'y suis forcé, je vais essayer de faire le plus simple possible comme d'hab. Et d'arriver le moins possible à des feature toggling très riches en mode je peux activer pour telle population à chaud Ouais. dans un dashboard. Ah non, c'est infernal. Ça, des fois, on est obligé d'en arriver là. Selon la solution sur laquelle tu travailles, des fois, il faut faire des feature toggling comme ça. Mais c'est, en fait, ça a l'air très simple. Tu dis ouais, il y a l'outil qui le fait, mais derrière, ça a énormément d'impact.
Et ça a énormément d'impact d'enlever le toggle aussi. Oui, parce qu'effectivement, tu dois faire un commit pour retirer le toggle et il y a une petite incertitude sur le fait que le toggle a été retiré et que tout va bien fonctionner. Selon le temps où a vécu ton toggle, tu peux te retrouver dans le même problème de Mm. désynchronisation. Ouais, Et tu peux te retrouver à faire des changements en double si ton toggle vit un moment. ouais, tout à fait. Si c'est une modification et pas une création, tu peux te retrouver dans des cas comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien la méthode. Ben, je fais mes mécaniques et je fais en dernier le truc qu'il expose. Euh, Ouais, c'est pas mal. Ça fait mon toggling, on va dire, naturellement. Ouais, et t'as pas besoin d'aller remodifier derrière pour retirer le toggle. Non, non, non. Ouais, Si jamais il y a ouais, un je retiens. rollback, s'il y a un rollback à faire, et ben on revert le commit qui est activé et puis ben on a rollback quoi. C'est un rollback classique d'une CD. Mm. Je pense que ça fonctionne assez bien. Donc Roman qui nous disait donc sur sa question de out of band, il demande en fait s'il y a un moyen de détecter les conflits par un autre moyen que de faire des merges dans le repository qui est branché sur la prod. Tu sais, il nous demandait tout à l'heure un outil qui teste des conflits sans faire des merge requests, donc la détection de conflits out of band. J'ai jamais expérimenté ça. À chaque fois, les détections de conflits, c'était avec les merge requests, dans le cas du TBD. Euh, Après, tu peux avoir une CI/CD qui en plus te check les builds sur les branches. Mais normalement, ton outil style GitLab ou GitHub te fera un flag pour te dire que ta merge request a abouti à un conflit en fait. Et après, en single branch development, les conflits sont forcément local. Donc, tu vas pas aller collecter des infos dessus. Voilà. Ok. Donc il y a Lucas qui nous a rejoint sur le GTA et qui a levé la main. Donc Lucas, tu es mute, je te laisse te Ouais. démute et poser ta question. Bonsoir, vous m'entendez? Nickel. Oui. C'était pour réagir au sujet de tout à l'heure sur les versions, les releases avec Trunk-Based Development. Donc on est d'accord qu'avec le TBD, on peut très bien livrer des releases et aussi gérer des versions. Si on ne livre pas directement la branche master, mais qu'on tire des branches de release à chaque fois qu'on veut déployer et que le nom de cette branche correspond à un numéro de release et qu'on livre directement ces branches de release et non pas de la branche master, on arrive à peu près à la même chose qu'on a avec Gitflow ou d'autres. Alors, tu fais pas de modif sur les releases, hein. C'est ça que te demande la méthode Exactement. stricte. Tu fais toujours tes modifs sur la master, tu branches Ouais. sur la master et tu cherry pick à la limite sur ta branche release ou alors tu tires une nouvelle branche release avec une nouvelle version et tu supprimes Ouais. l'ancienne. C'est ça que recommandera TBD, c'est de te tirer une nouvelle version Mm. et de faire du feature toggling avec pour matérialiser le fait que c'est toujours l'ancienne version, mais avec éventuellement un fixe ou un truc comme ça. C'est ça. Et ce qui peut être intéressant de faire, c'est par exemple, si on fait du Scrum et qu'on fait une livraison, je sais pas, à la fin de chaque sprint, c'est de faire un numéro de release qui correspond au numéro de sprint Ouais. et de livrer ce truc-là et garder par exemple les 3 dernières releases et supprimer toutes les anciennes. Oui, absolument. Ça peut marcher aussi. Enfin, pour l'avoir testé, ça marche plutôt pas mal et ça évite effectivement le git flow et ce genre de choses. Ouais. Ouais, tout à fait. Après, On j'ai pas sait. essayé de taguer directement parce que s'il y a des tags, effectivement, est-ce qu'il faudrait faire les tags directement sur les branches release? En Euh, fait, là, quelque part, c'était les questions qu'on avait pris en cours de route. C'était en fait une branche sur laquelle tu ne commites pas n'a pas plus d'intérêt que le commit ID Ça duquel elle sert est juste tirée. à séparer les livrables, donc les différentes releases, et faire en sorte que t'aies quelque chose qui ne bouge pas en même temps, effectivement, que la branche master. Mm. Effectivement, si tu veux en plus te protéger contre des réécritures d'historique, C'est effectivement effectivement. si tu fonctionnes en mode Scrum par lot, des livraisons par lot et pas de la livraison en continu, pas de la CD, là ça peut effectivement être intéressant de tirer ces branches-là qui ont une durée de vie assez limitée de une semaine, 2 semaines, voilà. Et à la fin, à la limite, t'en débarrasser. Mais effectivement, la grosse différence, c'est que tu vas toujours merger, t'intégrer avec une seule et unique branche qui est la master. Et Ouais, effectivement, après, il faut absolument. cherry pick les bugs fixes s'il y en a au cours de sprint. Ouais. Mm.
Donc ça absolument. peut aussi marcher en mode Scrum et en Semver. Ok, bah c'était juste ma remarque. Bah, Ok. merci. Donc il y a Gauthier69 qui nous demande, et du coup on a forcément un merge dans le cas du trunk-based development et pas un rebase. À la discrétion des équipes, je ne rentrerai pas dans le débat, j'ai mon opinion. Vous accordez entre vous sur si vous voulez faire des merges ou des rebases. Est-ce que ton opinion c'est le seul qui a le droit de faire des merges c'est l'outil distant et nous on fait que des rebases ou pas? Euh, Ah mais merde. même, attends, l'outil distant, il peut faire des rebases aussi, hein, donc Non, non, mais il en fait aussi, mais quand c'est le seul qui a le droit d'en faire, potentiellement. bah, par exemple, oui. Ok. Je sais pas si ça répond à Gauthier. Donc, Et fait, Grauman. Ouais, pardon. vous allez mieux gérer les conflits avec du rebase. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Votre vie sera meilleure et plus Oui, belle, c'est ça, plus exactement. ensoleillée. Ouais, je suis d'accord. Donc, Roman qui nous dit ok, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé TeamHub, donc qui est un outil qui apparemment permet de vérifier les conflits avant de pousser, j'imagine. Ah, bah, je ne connaissais pas, non. En vrai, je vais noter parce que c'est intéressant. TeamHub.dev, voilà, je connaissais pas non Cool, plus. bah merci. Bah vas-y Flo, si tu veux poser ta question ici. Bon, non, c'est un peu des trolls. Hein, Ouais, j'ai eu un doute, j'ai eu Bah un doute. vas-y, je allez. sais. Non, mais tant qu'à faire de récupérer les commits de chaque dev, autant qu'ils se réunissent tous et ils développent tous en même temps Ah, devant le même écran. Je ouais, pense que c'est plus productif. faire du mob programming, oui, absolument. Bah, ouais, un peu en troll, mais je pense que c'est un peu ça, c'est à ça que pousse le single branch development, c'est tu veux pas coder dans ton coin. Voilà. N'essaye pas. Assieds-toi avec les autres et code avec les autres. Ok, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints sur le Jitsi. Est-ce que vous avez des questions à poser en direct? Vous pouvez cliquer sur lever la main et comme ça, on est bon. Ok, je regarde si on a d'autres questions sur le chat. Ok, on a l'enfer, c'est les autres. Exactement, voilà, Mais- c'est ça. Non, mais en vrai, pour replacer les choses dans leur contexte, parce que j'aime bien avoir une approche philosophique du truc, Git, c'est un outil de collaboration. Donc forcément, ça va déchaîner les passions, parce que forcément, on va se prendre la tête avec les autres. Et, et il faut plutôt partir de s'accorder avec les autres et ensuite décider comment on utilise Git plutôt que l'inverse. Je me rappelle avoir eu des conflits, mais très 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 forts, en arrivant dans des équipes qui faisaient du Git Flow et en leur disant oh, on n'en a peut-être pas besoin, regardez comment vous l'utilisez. Je me rappelle avoir fait des heures et des heures et des heures de débats, de réunions, de présentations pour dire bah ça vous sert à rien aujourd'hui. Tout le monde était d'accord que ça servait à rien, mais personne ne voulait l'enlever. Mais voilà, en fait, c'est la sécurité qu'apporte Gitflow qui est fausse, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un faux contrat, en fait. L'impression de sécurité. Oui, voilà. Et en fait, c'est justement le fait que c'est une impression qui crée tous les problèmes qu'il y a derrière avec Gitflow. Et il faut, en fait... faut arrêter d'avoir peur, en fait, voilà. Il y a aussi la peur de la prod. Je l'expérimente actuellement dans mon équipe. Voilà, il y a une sacralisation de la mise en prod. Et forcément, en fait, Gitflow arrive automatiquement derrière parce qu'on a besoin de sécurité. Mais je pense, il y a peut-être un certain travail à faire, mais je pense que ça se remet en question également. Alors c'est une sacralisation de la prod ou c'est une peur de la mise en prod? Bah, les deux, parce que en fait, ils veulent absolument pas introduire de bugs en prod. Ok, donc du coup, C'est tellement... C'est véritablement un risque, en fait, une mise en prod, du coup. bah, du coup, peut-être ça le fond du truc. Enfin, moi, systématiquement, c'est ça que j'ai vu. C'est que tu as peur de mettre en production puisque tu n'es pas sûr de ce que tu livres. Tu penses le sécuriser en faisant des validations manuelles, ce qui souvent est relativement faux, puisqu'un humain peut pas valider 70 000 cas de tests correctement sans faire d'erreur. Ouais.
Et donc tu penses qu'en empilant des features pendant 6 mois et en les testant pendant 3 mois, tu livreras moins de bugs qu'en livrant 5 fois par jour. Ouais, absolument. Une phrase que j'utilise régulièrement, si ça peut aider les gens qui regardent ce talk, c'est je préfère être réactif que d'avoir raison dès le départ. C'est-à-dire que préparer un énorme pack de features et être sûr qu'il est bon et le mettre en prod, ça pose plus de problèmes que de se dire peut-être qu'il y a des bugs, mais je suis capable d'aller les corriger. Et, Et rapidement. Et je suis capable de livrer cette correction très rapidement. C'est ça, exactement. Voilà, j'allais dire, c'est peut-être surtout ça qu'il faut voir, c'est que plus ton batch est gros, vraisemblablement, plus tu as de chances d'introduire des bugs. Et le problème, c'est en combien de temps tu vas être capable de revenir à un état normal en production où le bug n'est plus présent. Donc si tu as un gros batch, potentiellement, tu as 10 bugs à corriger en même temps, donc ça va prendre du temps. Là où un tout petit batch, déjà, tu as moins de chances d'introduire un bug, et même si tu en introduis un, tu peux t'en rendre compte très vite et le corriger très rapidement. Absolument. Et si tu travailles sur des tout petits batchs, tu as l'outillage et les processus et tout ce qu'il faut pour mettre en production rapidement. J'ai travaillé dans des sociétés où les mises en prod les plus urgentes, la plus grande vitesse possible, c'était 48 heures. Ouais. Les process faisaient que c'était impossible de mettre quoi que ce soit en production en moins de 48 heures. Ouais, bah je suis dans une mission comme ça. Voilà, et donc dans ce cas-là, ton bug, il reste en prod 48 heures. Ouais. Et c'est dramatique en fait, parce que c'est d'autant plus de dégâts. Sauf voilà, quand t'as des moments avec un petit café payé au bon mec. Mais voilà, on en arrive là, quoi. T'en arrives à avoir des sous-process, des process de livraison en urgence. Ouais, absolument. Bah, du coup, moi, ma stratégie actuellement, c'est remplacer les tests à la main. On va tout automatiser. On va faire monter en compétence le recetteur et il va développer des tests maintenant. Et une fois, en fait, j'espère qu'une fois qu'on aura retiré cette contrainte, on aura beaucoup moins pour accélérer le processus et éventuellement retirer Gitflow, en fait, et toutes les branches intermédiaires que tu as jusqu'à la prod, quoi. Et du coup, de ton expérience, toi, le fait de l'utilisation de Gitflow, ça vient plus d'une habitude, ça vient plus de cette croyance que on va tester à la main, donc on sera sûr. Ça vient plus d'autre chose. Ça vient plus d'un vrai besoin. Bah alors, je ne pense pas. Parce que j'ai été systématiquement dans des équipes où ça se justifiait pas autrement que on a toujours fait comme ça, ou mais si on n'utilise pas ça, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Et en fait, c'est pour ça que j'ai listé des objections, tout ça à Trunk-Based Development, c'est parce que il y a beaucoup de croyances en fait autour de Gitflow. Ok. Alors je regarde, j'ai pas l'impression d'avoir loupé de questions. Il y a des. Ça troll gentiment. Ah, Lucas, vas-y. Ouais, juste pour réagir, Trunk-Based Development, je pense que ça demande quand même plus de maîtrise, de seniorité sur ce qu'on fait. Effectivement, il faut avoir une bonne suite de tests, etc. Là où avec Gitflow, en fait, t'as une, comment dire, t'as pas une sécurité, mais t'as une rigidité en fait naturelle qui vient par le workflow Git. Plutôt que par des outils à côté. C'est-à-dire que ce que tu perds en outillage, tu le gagnes avec le workflow pour compenser tout ça. Et souvent, les équipes, effectivement, que je vois qui ont peur du trunk-based development en disant mais attends, t'as vu, y a pas assez de process, quoi, ça peut partir en prod, etc. Enfin, il y a beaucoup d'a priori là-dessus et de peur et de crainte, ouais. Mais dans mon expérience, les juniors étaient beaucoup plus proactifs et étaient beaucoup plus amenés justement à coder proprement, à faire du code lisible et à faire des tests, ou en tout cas ils essayaient, avec le trunk-based development qu'avec Gitflow, parce que Gitflow ça prenait un temps infernal. Mais je suis complètement d'accord. Trunk-based development, c'est comme tu as dit, c'est top et en fait ça responsabilise les équipes, ça te pousse justement à avoir un bon filet de sécurité qui va avoir un bon feedback rapide, etc. Sauf que faut savoir, il y a des grosses boîtes, il y a des managers qui sont anti-test et il y a
il y a même pas ces genres de pratiques qui sont vraiment répandues dans les équipes. Et du coup, là, ce que je vois actuellement dans une de mes missions, c'est que ça passe par des changes. Je sais pas si vous avez entendu parler de change. C'est assez marrant. C'est une fois toutes les semaines, on va faire une livraison. On va identifier des responsables de la mise en prod. On fait la livraison à 7 heures du matin pour avoir le temps de faire un rollback si jamais ça se passe mal. Et effectivement, on livre des lots de fonctionnalités qui ont été vues et revues par les leads et les tech leads. Et on fait comme ça des livraisons par gros lot. Ce qui est forcément pas terrible, mais Ouais. Ouais, bah ça se passe un peu comme ça là où je suis là. Mais en fait, Trunk-based development, ça fait peur, mais justement, c'est cette peur en fait qui pousse l'équipe à s'outiller et à se comporter d'une façon plus efficace en fait, ou en tout cas plus agile. Justement. complètement. C'est pour ça que moi je le mets systématiquement en place sur les nouveaux projets. Par contre, sur des gros projets de legacy et qui n'ont pas ce Ouais. filet de sécurité, qui n'ont pas ce test et un projet voilà qui ça fait 15 ans que ça fonctionne comme ça. Tu vois, je vais pas venir et dire bah désolé les gars, demain on passe au TBD, hein, ça va Ouais, faire on mal. arrête tout, allez, on y va. Les mecs, ils vont être perdus. Exactement. Moi, je l'ai fait, mais j'étais joueur. Le challenge. C'est ça. Là, tu dis au manager, oui, bah voilà, on livre dans 15 minutes la feature que vous avez demandé. C'est marrant parce que ces réflexions, donc c'est des réflexions qu'on a très souvent quand on arrive en mission et qu'on dit bon, on va faire du continuous delivery, ça va partir en prod, machin, c'est des peurs qu'on a d'à peu près tout le monde. Ouais. Par contre, nous, les retours qu'on a quelques temps après, une fois que la peur est passée, que les crises sont passées, que les premières versions sont là, on a très souvent nos clients qui montent sur scène avec nous et qui communiquent très fort en disant putain mais c'est génial, c'est incroyable ce que ça nous apporte d'avoir fait ça. Ouais. Et qui disent au début j'avais peur, mais maintenant c'est génial quoi. C'est heureusement qu'on a fait ça et je le comprends et je vois vraiment l'apport. Est-ce que ça vous a permis ça d'aller convaincre d'autres équipes, d'autres clients Ouais. de faire le shift? Alors, convaincre, en fait, c'est assez bizarre parce que ça dépend qui monte sur scène chez le client. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un profil qui va te parler de disrupter le digital, machin? Bah, tu vas Oui. pas convaincre un Red flag. technicien. Mais si c'est parce qu'on a fait les deux, au Ouais. moins les deux. Et si c'est un technicien qui monte sur scène et qui dit bah moi je t'ai convaincu dès le départ, on l'a fait et ça marche. Souvent c'est ça qui se passe. Hein. Quand c'est un technicien un peu lead chez le client qui monte sur scène et qui dit bah on l'a fait, bah, spoiler ça marche quoi. Ouais. Enfin, voilà, on a réussi à avoir des clients avec ça, à créer des clients et qui du coup ont tout de suite voulu mettre ça en place alors que c'était pas la culture. Par contre, convaincre des clients qui fonctionnaient pas du tout comme ça marche pas. Ouais. Avec cet argument-là, ça marche pas parce que t'as le contre-argument ultime qui est ouais, mais nous on n'a pas les mêmes problèmes. Ouais. Ouais, il y a. Ouais, mais nous Ça, on c'est a. typique, ouais. Et tu rajoutes ce que tu veux comme excuse Ouais. derrière. Ouais, mais nous, on fait un truc différent. Voilà, Les ouais. autres boîtes, elles fonctionnent comme ça. Nous, on fonctionne comme ça. Et c'est spécifique à notre business. Ouais, mais nous on est plus J'ai un peu gros, ouais, différent. mais nous on est plus petit, ouais, mais nous Mm. on est machin, truc. Ouais. J'ai souvent ce problème dans la data parce que les données sont toujours spécifiques au business. Et c'est dur d'amener des pratiques du développement pur et dur. Parce qu'en général, ce sont des équipes assemblées de data analystes, de fonctionnels et tout ça. Et donc, c'est pas très axé aux bonnes pratiques de développement. Et la spécificité ressort souvent, effectivement, lorsque j'amène un challenge ou moi et mes collègues amènent un challenge. Alors il y a des questions pas mal qui sont en train de se répondre toutes seules, mais je vais peut-être reposer la question de Gnuk, donc qui n'est pas le Gnuk que tu connais. Est-ce que Scrum ne popularise pas Gitflow à cause des sprints? Ça donne envie. Hein. Ça donne envie parce qu'on livre par lot. Mais ouais, l'argument principal de Trunk-based development, c'est vous pouvez aussi faire de la livraison par lot. Vous avez juste à faire de feature toggling. Quoi. Juste.
Et le feature toggling, ça fait peur, hein. Si t'es dans un débat feature toggling, essaye le. Non, mais on livre en dernier le truc qui expose. Si c'est possible en data, je sais pas. En web, Ouais, nous, parce que c'est un bon. ça pose pas de problème. Faudrait que j'y réfléchisse, je sais pas trop comment faire, Ou tu effectivement. tires une branche release à chaque sprint, comme on a dit tout à l'heure. Oh, pff, Ouais, mais tu fais. oh, pff. Bah, ça marche, hein. Tu fais toujours tes intégrations que sur une seule et même branche. C'est juste que effectivement, tu vas tirer une branche release à chaque nouveau sprint. Et tu vas cherry pick quelques bugs fixes dessus, s'il y en a. Ouais, puis tu vas avoir le truc qui était en cours mais qui est pas fini de fin de sprint parce que bah, soit on est en avance, soit on est en retard, ça marche dans les deux sens. Les développeurs, ils arrêtent pas de bosser quand ils ont fini le backlog. Ouais. Enfin, c'est franchement moins souple, quoi. Ouais. Bah, c'est toujours mieux que Gitflow où t'as une branche develop, une branche master, une branche release, une branche, etc. Tu vois. Là, t'as que deux types de branches, quoi. Hmm. Florent propose un très bon troll de très haute qualité hein, qui répond à ton problème. Hein. Tu renommes master à chaque release. Ah! Ah! Effectivement. Merci Flo. Mais je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font de la data ou il y a des data scientists ou des data analystes dans le chat, mais il y a cette idée en data que on est drivé par la version des données, en fait. Vous allez avoir en production des données qui vont arriver avec un schéma et à un certain moment, c'est un nouveau schéma qui va arriver. Et en fait, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 2 semaines pour faire une livraison et tout. Il faut que le schéma soit déjà présent là-bas. Donc, il faut relivrer directement et il faut que votre code soit capable de s'adapter au nouveau schéma. Et en fait, plus vous êtes flexible sur votre workflow, et plus en fait vous allez réussir à coller à la version des données, qui en général est complètement hors de contrôle. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Donc ça troll. Gauthier qui nous dit qu'il a jamais vu le fond du backlog. C'est un mythe. Ça n'arrive jamais. Bah, le fond du backlog pour un sprint, normalement tu devrais quand même le voir à un moment donné, quoi. Mais effectivement, le vrai backlog complet, c'est légendaire. Et il y a des trucs là tout en bas qui sont des features éthériques. Attends, qui représentent des choses dont on n'a même pas entendu parler, qu'on n'arrivera jamais à faire. Ok, donc il y avait des questionnements tout à l'heure sur bon bah mais sur une équipe de 100 personnes comment on fait? Ouais, Effectivement, Florent a effectivement. répondu si t'es une équipe de 100 c'est sûrement que t'as un autre problème. Je sais pas si tu Ouais, partages. ouais, peut-être que le code qui est développé par les 100 personnes est mal découpé. Ça peut être considéré comme un smell et qu'en fait, il faut faire plusieurs repositories. Bon, après, il y a le cas de Google qui a un seul repository. T'as le droit Effectivement, d'avoir un mais seul repository et plusieurs petits morceaux dedans. oui, effectivement. Mais si tu as vraiment 100 personnes qui développent le même petit bloc, ouais, je suis d'accord, il y a peut-être autre chose, quoi. Il est sûrement pas si petit en fait. Ouais. Et il y a peut-être moyen de le découper juste fonctionnellement, quoi. Votre truc, c'est probablement un monolithe qui sert à 300 choses. Et effectivement, ouais, il faut 100 personnes, hein, parce qu'il y a 300 features, quoi. Et, et peut-être qu'il faudrait remettre en question cette structure monolithique, quoi. Ok. Mais oui, alors si vraiment ça se justifie, sans développeur en trunk-based development, c'est peut-être chaud, ouais. Surtout parce que quand il faut résoudre les conflits, il faut avoir la bonne personne sous la main. Je pense que c'est surtout ça le défi, quoi. Attends, t'as un open space devant toi, attends, mais c'est qui lui? Et tu... Ok, donc il y a Gauthier, donc J Gauthier, pas Gauthier, qui nous disait il faut consulter l'équipe du Dora DevOps Research and Assessment. À ce sujet, il compare l'excellence des équipes selon différents critères, dont la capacité à corriger rapidement un bug en prod. Et il me semble, Romain, que dans le bouquin dont tu nous avais parlé, cette métrique était aussi pas mal mise en avant. Je sais plus quel était ce bouquin. Oui, le bouquin, c'était Accelerate, et effectivement, il y avait, dans les 4 métriques proposées, il y en avait 2, c'était j'ai mangé la première, et c'était voilà, le pourcentage de
de déploiement qui introduisent des bugs, et le deuxième, c'était le temps moyen de résolution du bug. Ah, ouais, effectivement, c'est intéressant. Mais moi, sans avoir lu les mêmes littératures, j'en suis convaincu en fait. Hmm. Des bugs, il y en aura, on en fera, quelle que soit l'attention qu'on porte à ce qu'on fait. Que ce soit des bugs parce qu'on est passé à côté ou parce qu'on n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Il y en aura, il y en a qui arriveront en prod, ça passera entre les mailles du filet, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, autant trouver des moyens de le corriger rapidement, quoi. La rate au courbouillon. Cette expression est peut-être bien plus vieille que moi d'ailleurs. Ok, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions sur Twitch. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions ici. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion? Bah, ce que j'aimerais rappeler, parce on est pas mal à charge contre Gitflow et on est souvent amené à travailler avec des équipes qui ont encore Gitflow. Faut se souvenir qu'il n'y a rien de dogmatique et que parfois ça peut se justifier et pas s'attacher à une méthodologie par principe en fait. Parce que c'est le problème de Gitflow quelque part, c'est qu'il est imposé par un dogme souvent et il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a sûrement des cas où ça peut se justifier à Gitflow, c'est juste qu'on n'en a pas trouvé, mais sinon, c'est sûrement justifiable. Effectivement, Florent, on va faire un rôti. Donc un return on time invested, une note de 1 à 5 points que vous allez mettre dans le chat Twitch. Donc 1 point, vous avez vraiment perdu votre soirée, vous demandez ce que vous faites là, ce qui est très bizarre sur un live Twitch puisque vous êtes sûrement chez vous et vous pouvez retourner à faire ce que vous voulez. Et 5, vous avez vraiment passé une super soirée, appris plein de trucs. Et donc vous pouvez mettre votre vote. Voilà, donc il y a déjà des notes qui sont en train d'arriver dans le chat. Donc on a 4, 5, 5, 3, c'est moi, parce que bon, globalement, j'étais déjà convaincu. Gnuk qui nous dit 3, j'imagine que c'est à peu près pour la même raison, on se connaît bien. Crappy qui nous dit 3, on a du 4, du 5, du 4, Gauthier qui dit 3 aussi, Grauman qui dit merci Guillaume. De rien. Voilà. Du 5, donc de Sadra Skull, Red qui nous dit 4, donc ça vote encore. Eh ben écoutez, je pense qu'on est bon. Moi je vais essayer de voir si j'ai un moyen de sauver une VOD. Sinon, je m'excuserai platement auprès des gens à qui j'ai dit ouais, normalement il y a une VOD qui demandait sur Meetup cet après-midi. Et j'ai foiré. Et puis voilà. C'est pas grave. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.